Connaissez-vous La Réunion, ou plus précisément l'île Bourbon au XVIIIe siècle? Dans l'ombre des plantations de café et de canne à sucre, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont arrachés à Madagascar, l'Afrique et l'Inde, luttant sous le joug de l'esclavage. Mais à la nuit tombée, d'un fait noir, autour des feux de camp, une autre histoire se transmet. Une histoire de résistance. Non pas par les armes, mais par la parole. Les croyances et la connexion à une nature sacrée. Dans cet épisode, nous essaierons de voir ce qui ont permis à ces femmes et ces hommes de garder une âme libre, même quand leur corps était enchaîné. Pour survivre à l'oppression, les esclaves ont d'abord gardé vivante leur langue. Le malgache, le swahili, le tamoul. Des langues interdites, mais qui résonnaient dans l'intimité des cases ou des champs de café, à travers des contes et des chants. Ces récits étaient bien plus que des histoires. Ils étaient une archive de leur mémoire. Prenez le mot « marron ». Pour les colons, il désignait un esclave en fuite. Pour les esclaves, ce terme représente une rupture, l'idée d'un choix, le choix d'être libre. Et dans les contes, le marron devenait un héros, protégé par les esprits de la forêt. C'était l'idée que les ancêtres guidaient les marrons pour s'échapper et trouver un lieu sûr. Les contes offrait aussi une explication potentielle à l'injustice subie parmi les esclaves de l'île Bourbon, majoritairement originaires de Madagascar. Il y avait des récits qui circulaient sur un roi malgache qui, un jour, viendrait libérer son peuple. Ces croyances, ancrées de leur culture d'origine, nourrissaient l'espoir d'un retour vers leur terre ou une libération future, comme en témoignent les nombreuses révoltes et les actes de marronnage inspirés par cette foi en un avenir meilleur. D'autres contes, inspirés des traditions africaines, comme ceux mettant en scène des figures rusées, à l'image d'Anansi, l'araignée maligne des récits d'Afrique de l'Ouest, montraient que l'intelligence pouvait vaincre la force. Bien que moins documentés spécifiquement à Bourbon, ces récits, portés par les esclaves africains présents sur l'île, s'inscrivaient dans une logique universelle de résistance par la ruse. Puis, les personnes d'origine indienne, déportées à la fin aux alentours du XVIIe et XVIIe siècle, notamment à Pondichéry en 1707, ont pu transmettre des éléments du Ramayana, cette épopée hindoue où la victoire du bien sur le mal devenait une métaphore de leur propre lutte. Bien que cette influence se soit surtout affirmée plus tard, avec l'arrivée massive d'engagés indiens au XIXe siècle, elle était déjà présente de manière plus discrète au XVIIIe siècle, adaptée aux réalités de l'esclavage. Ces histoires, qu'elles soient malgaches, africaines ou indiennes, disaient une chose simple. L'esclavage n'était qu'une épreuve temporaire. Les ancêtres veillaient, la liberté viendrait. Avec le temps, ces traditions se sont mélangées pour former une culture métisse unique, née de la rencontre entre les esclaves malgaches, africains et indiens. Les esclaves ont créé un syncrétisme culturel où des saints chrétiens imposés par les colons côtoyaient les divinités hindoues ou les esprits malgaches comme le Tangalamena, cette figure par laquelle les anciens personnifiaient la protection des ancêtres. Les chants de travail comme le Maloya portaient des messages codés de résistance et d'espoir, mais leur rythme africain, mélodie malgache et instruments indiens. On voit ici qu'il y a un mélange de cultures qui s'enrichissent mutuellement avec leur interaction, d'où le terme de syncrétisme, théorisé par James Kilford, dans laquelle il évoque la culture comme un mélange hybride, une mosaïque en mouvement perpétuel grâce aux échanges. Aujourd'hui, le Maloya est le symbole de l'identité rayonnaise qui trouve ses racines dans cette période. Des chants comme Fouton Fonke, popularisé plus tard par des artistes comme Daniel Waro, dénoncent toujours l'héritage de l'esclavage et rappellent que la mémoire des ancêtres ne meurt jamais. Ces pratiques culturelles ont permis de souder une communauté malgré la diversité des origines et de transmettre une identité commune à travers les générations, témoignant de la multiculturalité de la société rayonnaise. Pour les esclaves, la nature était un allié. Les hauts de l'île, ces montagnes escarpées, étaient bien plus que des refuges pour les marrons. C'étaient des terres sacrées, habitées par des esprits protecteurs. À Mafat ou à Salazie, les brouillards qui enveloppaient les cirques n'étaient pas seulement du brouillard, c'étaient les esprits des ancêtres.
qui guidait les fugitifs et égarait les chasseurs. Et puis, il y avait les arbres. Le tamarin des hauts sous lequel les marrons se réunissaient en cachette. Le vétiver dont les racines servaient à fabriquer des amulettes. Même la rivière des remparts avait son rôle. Traverser ses eaux, c'était se purifier, effacer les traces de la servitude. Mais la nature était aussi le théâtre d'une autre résistance, celle contre la peur de la mort. Pour les esclaves, mourir en captivité était une malédiction. Leur âme, disait-on, errait éternellement, incapable de rejoindre les ancêtres. C'est pourquoi, la nuit, ils organisaient des enterrements clandestins. Les Malgaches enterraient leurs morts, la tête tournée vers Madagascar, leur terre d'origine. Les Africains versaient des libations sur les tombes pour apaiser les esprits. Et pour ceux qui mouraient en marron, dans les hauts, c'était différent. Leur âme, elle, trouvait enfin la paix. Aujourd'hui encore, certaines grottes comme celle de la Saline Léo gardent la mémoire de ces sépultures secrètes et des esprits qui veillent toujours. Aujourd'hui, à La Réunion, ces contes et ces croyances ne sont pas oubliés. Ils résonnent dans le Maloya, dans les noms des lieux comme Bras-Marron, dans les fêtes comme le 20 décembre, qui est un jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage, survenu le 20 décembre 1848. Ces croyances rappellent que, même dans l'horreur de l'esclavage, l'esprit humain peut toujours trouver des chemins de liberté. Alors la prochaine fois que vous entendrez le vent dans les hauts, et que vous verrez un tamarin au bord d'un sentier, souvenez-vous, peut-être qu'un esprit de marron veille encore.